Les histoires que tu vis aujourd'hui ne sont que la répétition de tes blessures d'enfance. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans un nouvel épisode sur YouTube et sur le podcast Spotify, dans laquelle justement je vais vous parler des blessures d'enfance, des schémas qui se répètent et comment comprendre que il y a beaucoup d'histoires qu'on vit et je dirais même des scénarios qui se répètent, souvent c'est le cas, des projections qu'on fait, des rencontres qu'on n'explique pas, des comportements qui surviennent toujours ou des histoires qui se répètent, qui sont liées à nos propres blessures d'enfance et évidemment qu'on a du mal à voir quand on est dedans. Déjà parce que l'ego nous protège de voir certaines choses, parce qu'il y a aussi le facteur critique qui nous empêche de prendre conscience parfois de certaines choses qui seraient trop dures à voir. Et puis aussi parce que ces choses-là se déroulent selon un phénomène inconscient, des règles qui sont inconscientes, qui sont là depuis toujours mais qu'on ne voit pas, et justement dont la prise de conscience permet un premier pas vers le changement et vers justement la transformation de ce type de situation. Donc si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée, praticienne en thérapie brève, donc maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne, praticienne en programmation neuronale profonde, en constellation familiale et en hypnose ericksonienne et directive et helmanienne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner de YouTube et sur le bouton s'abonner de Spotify et de bien activer la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes le soir en semaine. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule Les 3 axes thérapeutiques pour sortir des schémas de dépendance en amour. Et donc c'est une formation totalement offerte qui vous permet de comprendre quels sont les 3 piliers, les 3 choses sur lesquelles travailler pour sortir de ces mécanismes de répétition. Et je vous invite à bien regarder jusqu'à la fin car vous avez à la fin un bonus pour vous. Donc pour la télécharger, il vous suffit d'aller dans la description de l'épisode, de cliquer sur le deuxième lien, de remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Pour pouvoir vous expliquer ce mécanisme en fait de répétition qui est un des mécanismes phares qu'on voit en psychologie clinique, c'est pas une des seules choses qui existent, mais c'est quand même quelque chose qu'on observe beaucoup dans la sphère relationnelle, dans les choix de vie, dans les problématiques qui arrivent, dans les rencontres et notamment en amour. C'est le mécanisme de répétition et on verra plus tard plus précisément de quel mécanisme il s'agit. Pour vous en parler, j'avais envie de vous parler d'une histoire d'une cliente, et souvent des histoires qui sont condensées, c'est-à-dire que c'est plusieurs histoires d'accompagnement que j'ai regroupées en une seule, un petit peu comme une métaphore. D'une part pour ne pas parler des histoires qui ne sont pas les miennes, et d'autre part pour expliquer tout ce qui peut être possible. Je vous pose juste le contexte, on va dire que c'est une femme qui s'appelle Alice, qui a une quarantaine d'années, et qui, à un moment donné, rencontre un homme qu'on va appeler Boris, par exemple. Et donc, quand elle rencontre Boris, c'est pas juste un coup de foudre, mais c'est comme une sorte de projection. C'est-à-dire que quand elle rencontre cet homme-là, déjà c'est un homme qui est très malsain et qui l'emmène à vivre beaucoup de choses très intenses émotionnellement, mais très toxiques et très malsaines pour elle. C'est un homme qui a vraiment une énergie de destruction, une énergie noire, une énergie de manipulation, de destruction de lui-même en détruisant les autres. C'est très, très pathologique et c'est très représentatif de la personnalité narcissique. Hein. Mais c'est surtout comme si elle ne pouvait pas se détacher de lui et elle a la sensation qu'en fait, à travers cette rencontre, il y a quelque chose qui se joue d'elle-même. Et je ne sais pas si vous allez vous reconnaître dans cette histoire, mais il y a des fois des personnes qu'on rencontre qui consciemment n'ont pas grand-chose à voir avec nous, on n'a pas les mêmes références, on ne vient pas du même monde, mais dans la rencontre, il y a une telle projection
inconsciente de notre histoire, de nos besoins, de nos manques, de nos blessures sur la personne, généralement qu'on va mettre sur un piédestal ou généralement qui va énormément nous attirer, ça peut être sexuellement mais ça peut être aussi intellectuellement ou dans son statut, qui fait qu'en fait, soit cette personne-là, elle va représenter quelqu'un du passé qu'on ne voit pas sur le moment, et généralement une personne qui a eu un rôle qui a pu nous détruire, hein. Quelqu'un par exemple de la famille ou quelqu'un qui aurait dû avoir un rôle protecteur qui ne l'a pas eu, et donc c'est quelque chose qu'on n'a pas assimilé et qu'on inconsciemment va vouloir rejouer en projetant justement ces attentes-là, ces blessures-là sur la personne, ou alors c'est que on va tellement admirer la personne parce que des fois cet homme-là il peut représenter, moi je l'ai vu pas mal en coaching, il peut représenter tellement d'attentes comme un partenaire idéal, quelque chose qu'on idéalise, que finalement on va comme avoir l'impression qu'on ne peut pas se séparer de cette personne-là parce que on va y mettre tout ce qu'on est, on va y mettre toute notre histoire, et c'est là que le phénomène d'emprise peut être très puissant. Et donc ça va être une sorte de projection inconsciente faite par nous-mêmes sur la personne qu'on a rencontrée et qui peut justement nous donner la sensation que y a quelque chose de notre vie qui se joue là-dedans, alors qu'en réalité cette personne-là elle n'est pas plus liée à nous qu'une autre, ou elle n'a pas plus de compréhension ou d'amour pour nous que ce qu'on veut bien croire. Je vais y revenir après. Mais juste pour revenir sur la mécanique des schémas répétitifs, pourquoi est-ce qu'on appelle ça des schémas répétitifs et d'où ça vient? Ça vient de l'enfance. Il y a énormément de choses qui viennent de l'enfance en psychologie. Pourquoi? Parce que l'enfance, notamment les 3 premières années qui fixent la personnalité psychique de l'enfant et donc de l'adulte à venir, mais c'est aussi le cas dans toute l'enfance, hein, mais plus particulièrement, je dirais, jusqu'à 7-8 ans, peut-être un peu plus, mais je pense dans ces eaux-là. En fait, les expériences relationnelles qui sont des expériences affectives qu'on va vivre avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec nos oncles et tantes, d'autres personnes, vont laisser des empreintes, qu'on le veuille ou non. Ça va laisser des empreintes, ça va dicter notre estime de nous, ça va dicter notre personnalité, ça va dicter notre attachement. Est-ce qu'on va être quelqu'un qui va avoir un attachement plutôt sécurisé? Est-ce qu'on va être quelqu'un qui va avoir l'impression qu'elle ne peut fonctionner que par elle-même et donc elle a besoin d'être en dehors de la relation? Est-ce qu'on va avoir justement un style d'attachement plus anxieux, plus dépendant, voire complètement désorganisé? Ça va aussi dicter du coup notre sécurité émotionnelle et nos croyances inconscientes sur les relations et sur nous-mêmes, de par des choses qu'on nous dit ou de par des choses qu'on fait de nous. Par exemple, un enfant qui va être victime de maltraitance, de certaines trahisons, de la violence ou même de l'inceste par exemple, des fois il y a des choses qu'on comprend et qui s'inscrivent en nous mais qui ne sont pas de l'ordre de la conscience, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses qu'on va nous dire, mais c'est des choses qu'on va nous faire. Et donc en fait, quand on nous dit qu'on nous aime et qu'on nous trahit, alors même qu'on est un enfant, on n'a pas la capacité de comprendre ce qui se passe, mais dans notre corps, il y a quelque chose, je pense, au niveau de l'âme, qui fait que on sent bien qu'il y a une profonde trahison, il y a une profonde incohérence, et donc cette incohérence-là, on ne va pas l'assimiler, mais on va quand même l'intégrer en nous comme un bug. Comme si je vous mettais quelque chose en travers de la gorge, comme si on me mettait ça en travers de la gorge, et que je pouvais plus respirer, mais que j'avais quand même ça, parce qu'on me l'a jeté sur moi et on m'a condamnée à vivre ça, et que je sentais bien qu'il y avait une incongruence, et je peux pas à la fois être aimée, et en même temps être obligée de faire des choses pour être aimée. Donc quelque part, je suis pas assez aimable pour qu'on m'aime tel que je suis. Donc c'est tout ça en fait, tout ça qui va déterminer justement notre style d'attachement, notre sécurité émotionnelle, notre estime de nous, nos attentes envers la relation. Et pourquoi est-ce qu'on va répéter ces schémas-là étant adulte? Déjà parce que le cerveau, il a un besoin de cohérence, ce qu'on appelle aussi en psychologie sociale la théorie du monde juste. On a besoin de mettre de la cohérence sur ce qu'on vit pour survivre en fait. On a besoin, selon les blessures qu'on a vécues, de se dire que des fois c'est plus simple de se dire que c'est nous le problème ou de se dire que c'est nous qui ne sommes pas aimables, plutôt de se rendre compte qu'en fait maman, elle nous a cassé la gueule parce qu'on n'avait pas mis bien la table. Ou de se dire que papa, en fait, il nous a violés parce qu'en fait,
parce qu'en fait il était malade. Ou que finalement, en fait à la maison on a un rôle de thérapeute parce que papa et maman ils sont déprimés ou ils se tapent dessus, ou ils boivent ou je ne sais quoi. Et encore là je vais dans des extrêmes, mais malheureusement c'est une réalité pour beaucoup de personnes. On a besoin de mettre de la cohérence dessus parce que déjà sur le moment en tant qu'enfant on n'a pas la capacité de le comprendre, et puis un enfant mais même un adulte a besoin d'aimer, de croire à quelque chose. Et parfois c'est plus simple de rendre juste quelque chose, non mais ça c'est normal, c'est moi le problème, pour pouvoir l'intégrer, même si ça sera pas vraiment intégré parce que finalement il y a un déséquilibre qui est lié à ça, ou alors la personne elle va devenir dépressive ou développer d'autres troubles dans sa vie, et donc en fait elle va porter sur elle les blessures de son passé, mais surtout parce qu'il y a derrière il y a un espoir de guérison en fait, derrière la répétition. C'est-à-dire que si je répète des choses, potentiellement je vais pouvoir le changer. Et ce que je ne peux pas changer dans mon passé, je vais peut-être pouvoir le changer dans mon présent. C'est pour ça aussi qu'on répète des choses tout à fait inconsciemment. Et là, c'est des années d'analyse, d'études qui ont été faites depuis Freud et bien avant, et qui continuent à se faire, et peu importe. Mais on ne peut pas en avoir conscience tout de suite. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a ce phénomène d'attraction et de projection dans ces moments-là. Là, je parle d'Alice, mais moi, ça a été le cas, hein, des fois, avec certaines personnes dans ma vie. Et des fois, on peut même l'avoir en amitié, à plus ou moins grande échelle. Mais c'est ce truc de ça compte énormément pour moi, je surinvestis émotionnellement cette personne ou cette expérience, parce que derrière, il y a tout un espoir qui est lié à mon histoire, en fait. Si j'arrive à être visible dans les yeux de cet homme-là, alors quelque part, j'aurais été visible ou j'accepterais de ne pas l'avoir été dans les yeux de mon père ou de mon frère. Ou quelque part, j'accepterais que ça se soit passé parce que du coup, là, j'ai réussi quelque chose. C'est quelque chose parfois qu'on peut voir dans des témoignages de stars, par exemple, qui disent, bah voilà, moi j'ai voulu faire ça dans ma vie, ou j'ai voulu réussir parce que j'ai eu tel passé, j'ai eu telle chose. Bon là, je vais vraiment divaguer, mais à un moment donné, je regardais une interview par David Laroche de Camille Lelouch, que j'ai trouvée par ailleurs très inspirante grâce à cette interview, qui disait, bah voilà, dans son passé, ses grands-parents ou arrière-grands-parents avaient été déportés, et donc dans sa lignée, il y avait eu cette histoire, mais qui est complètement logique, où on avait voulu effacer toute une partie de sa famille, toute une communauté, et donc elle avait ce truc de je dois être quelqu'un parce que j'ai aussi toute la tente de ma famille, mais j'ai aussi toute ma lignée qui aurait dû être effacée, et donc j'ai besoin de ça aussi. Ça peut être un moteur, sauf que parfois le moteur il nous pousse à nous détruire. Donc c'est pour ça que justement on répète ces schémas-là. Comment est-ce que ça se manifeste? Par des partenaires familiers, donc des personnes qui vont inconsciemment justement représenter des personnes du passé, qu'on conscientise ou pas, mais qui vont réactiver des blessures, comme un partenaire distant émotionnellement, comme l'un de nos parents, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi se remettre dans des dynamiques toxiques, donc adopter des comportements qu'on a appris inconsciemment pendant l'enfance, comme le fait de se soumettre pour éviter les conflits, comme le fait d'être quelqu'un d'autre. Par exemple, des mécaniques familiales où, ça s'est vu aussi, les parents attendaient un garçon ou une fille, et donc du coup, il y a eu, des fois, il y a des personnes, moi je l'ai vu en coaching, qui ont eu toute leur vie, en fait, elles ont porté en elles la croyance qu'en fait, elles ne sont pas qui elles devraient être, ou elles n'ont pas le droit d'être une femme. Parce qu'en fait, c'est pas ce qu'on attendait d'elles, et c'est pas ce qu'on leur a demandé, et on leur a fait subir des choses, on leur a dit des choses qui leur ont laissé penser dans l'enfance qu'en fait, elles ne devraient pas être telles qu'elles sont, ou c'est mal d'être telles qu'elles sont. Donc ça peut être aussi rejouer des dynamiques de l'enfance. Donc voilà. Comment est-ce qu'on brise ce schéma-là? Déjà, c'est là que entre en compte justement la thérapie, parce que la thérapie, que ce soit avec un psychologue, un praticien, un thérapeute, peu importe la technique, ça dépend ce qu'on fait, mais permet justement d'explorer son passé, donc d'identifier les blessures de l'enfance, en se demandant quels sont les événements ou les relations qui nous ont marqués, quelles sont les émotions ou les croyances qui sont tirées justement de cette enfance-là, remettre en question aussi les croyances.
Ça permet également d'observer ces schémas actuels. Il y a des personnes, peut-être dans les personnes qui nous regardent, qui ont la capacité de faire ça seules. Il y en a qui arrivent à s'analyser suffisamment bien. Là où ça peut être une limite, c'est que même les personnes les plus cérébrales et les plus intelligentes, entre guillemets, ou qui ont cette capacité plus facile d'analyse, même elles peuvent rencontrer des résistances à un moment donné. C'est-à-dire qu'elles analysent, parfois pas de la bonne manière. Et puis à un moment donné, quand elles ont analysé, elles vont se dire « Ok, mais qu'est-ce que j'en fais ?» Et ça va être ça la résistance, qu'on va rencontrer parfois à travailler seul, mais ça peut être une très bonne chose aussi. C'est qu'en fait, on a conscience des problèmes, mais on ne sait pas forcément quoi en faire. Donc ça peut être aussi observer ces schémas actuels, en analysant le rôle qu'on prend dans nos relations, identifier aussi les situations, les comportements qui vont redéclencher des blessures du passé, et évidemment, renforcer notre estime de nous, cultiver notre amour de nous-mêmes, établir des limites aussi, comprendre que dans ces dynamiques finalement actuelles se jouent des dynamiques du passé qui sont passées, qui ne sont plus vraies et qui ne pourront jamais être guéries en tant que telles. On ne pourra pas forcément les changer si ce n'est les accepter, mais par contre dans les relations actuelles, on a un positionnement à prendre et on a des limites à fixer. Et s'autoriser aussi à se retirer de ces dynamiques-là en prenant plus de recul et donc en étant moins dans la projection, mais plus dans une conscience de nos relations et dans une conscience des attentes qu'on a vis-à-vis de la relation. Donc voilà ce à quoi peut vous servir justement un travail thérapeutique. La particularité de mes accompagnements, c'est que à la fois, il va y avoir justement cet aspect d'observation thérapeutique, de compréhension de ce qui se passe, et en même temps, et c'est ça la grosse part différentielle de mes accompagnements, c'est que je fais beaucoup de thérapie brève. Moi, ma spécialité, c'est la thérapie brève. Donc en fait, déjà dans ma manière de travailler, je ne vais pas vous accompagner pendant plusieurs années, mais parce que c'est propre à ma pratique. Et surtout parce que dans les séances qu'on fait, il y a beaucoup d'expérientiel. On va travailler sur comment est-ce qu'on change les choses. Et des fois, changer les choses, c'est les intégrer. Il y a des protocoles, des exercices pour intégrer. Mais ça peut être changer une croyance, renforcer l'estime de soi, avec l'hypnose, avec la PNL, libérer aussi. Parce que des fois, ok, on a conscience, mais en fait, on accumule et on n'arrive pas à libérer les choses. Et parfois, l'intégration ou la libération passe aussi par une décompression émotionnelle, corporelle, de tout ce qu'on a engrammé comme mémoire à l'intérieur de nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir vivre avec l'hypnose, avec l'EFT ou encore avec la Kundalini activation. Et dans ces moments-là, les constellations familiales sont très utiles. Et les accompagnements, les séances que je propose, regroupent tous ces outils-là. C'est pas une séance pour un outil. Dans une séance qui est assez longue, je vais utiliser plusieurs outils et les clients que j'accompagne bénéficient de tous mes outils. Voilà pour ça. Donc si vous souhaitez justement, durant cette année, prendre soin de vous et justement prendre en main cette partie-là de votre vie pour aller mieux et que vous sentez que ça vous appelle, que vous voulez travailler soit en présentiel, soit en distanciel, puisque j'accompagne des personnes à travers le monde entier à distance et en région parisienne, avec mon cabinet qui se situe donc en région parisienne, eh bien, vous pouvez justement faire appel à moi en réservant votre appel thérapeutique offert. Donc c'est un appel d'une 30aine de minutes qui est tout à fait offert et qui vous permet de faire le point sur votre situation actuelle, sur vos objectifs de changement et de comprendre comment je travaille. Donc pour ce faire, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description, c'est le premier lien. Vous choisissez un créneau, vous répondez aux questions et ensuite on pourra justement se parler au téléphone. Et pour terminer, je vous invite à liker la vidéo d'un pouce bleu pour m'encourager à continuer, lui donner plus de puissance, me laisser un commentaire ou une question si ça vous a parlé. Pareil sur Spotify, en évaluant le podcast de 5 étoiles pour justement m'encourager à continuer et donner encore plus de puissance au podcast. Et surtout, me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Spotify, YouTube, Facebook, Instagram où je suis très présente et TikTok également. Vous avez mes identifiants juste là qui s'affichent et également mes liens de réseaux sociaux dans la description de l'épisode. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de prendre soin de vous. Au revoir.